Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, troisième volet de l'initiation sur le traitement en général et un petit peu Lightroom, enfin un petit peu beaucoup quand même. Donc précédemment, on avait vu le catalogue de la bibliothèque Lightroom. On avait parlé de l'interface, très globalement l'interface de ce logiciel, les différentes manières de zoomer, de se déplacer, de repérer les photos avec les mots-clés, les notes et toutes les facilités qu'offre ce catalogueur. Et nous avons parlé de l'outil correcteur un petit peu en détail et des presets. On a vu que le seul vrai intérêt des presets, en fait, c'était au moment de l'import, hein, pour automatiser certaines opérations à réaliser systématiquement au moment de l'importation des photos. Donc, globalement, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, hein. Globalement, quand on traite une photo, il est conseillé de s'occuper d'abord des paramétrages de luminosité et ensuite des paramétrages de couleur. La couleur peut nous distraire pour faire une bonne évaluation sur la colorimétrie, hein, sur la luminosité, pardon. Donc, comment on fait pour travailler plus spécifiquement sur la luminosité? On se met de préférence en noir et blanc, c'est plus simple pour voir la luminosité, je vais vous montrer ça. Donc voilà, là, on est dans le catalogue en mode gris. Je choisis cette photo, je fais un double clic dessus pour la mettre en grand, et là, je suis toujours dans le module bibliothèque, hein, on le voit là-haut, et je vais passer en mode développement. Voilà, en mode développement, là, j'ai les outils de développement, j'ai ma photo. Là, il y a un petit bouton N et B qui veut dire évidemment noir et blanc, et quand on passe en noir et blanc, on se rend mieux compte de la répartition des luminosités. On voit que là, par exemple, c'est un petit peu trop clair dans le chemin. Cette zone-là aussi, elle est un petit peu trop voyante, un petit peu trop claire, elle attire un petit peu trop le regard, il faudrait que je l'atténue. Et là-haut, par contre, c'est gris, mais il n'y a pas de vrai noir. D'ailleurs, on le voit aussi sur l'histogramme, hein, il y a du blanc là, qui correspond sans doute au ciel. Mais par contre, on voit que là, il y a un trou du côté des noirs, hein, un histogramme, on va en parler plus en détail. Euh, à gauche de l'histogramme, pardon, ce sont les pixels sombres, à droite, ce sont les pixels clairs, et là, c'est la quantité, hein, voilà. On voit que là, à peu près un tiers en partant de la gauche, c'est-à-dire les tons moyens clairs, moyens sombres, il y a un pic qui correspond certainement à la montagne et aux arbres, enfin voilà. Alors que, bon, quand on est en noir et blanc, en couleur, évidemment c'est exactement la même chose, mais on se rend mieux compte des zones, voilà, on se rend mieux compte que là c'est un petit peu trop clair, etc. En noir et blanc, on le voit mieux. Alors, la première chose à faire, avant même de commencer le traitement proprement dit, que ce soit la luminosité, la colorimétrie ou autre, c'est de choisir le bon profil. Ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Les profils, vous les avez ici. Là, ce sont ceux que moi j'ai mis dans les, comment ça s'appelle, dans les favoris pour moi, pour y accéder plus rapidement. La liste complète, elle est ici en cliquant sur les 4 petits carrés. Voilà, on les a là. On peut les mettre en mode liste, en mode gris, en mode en grande, c'est quoi? Voilà, c'est comme ça, en plus grand. Bon, moi en général, je les mets en liste, on en voit davantage. Là, j'ai précisément les favoris. Et vous voyez que l'avantage avec ça, c'est que par rapport à cliquer directement dans les favoris ici, c'est que quand on est dans ce mode-là, quand on s'arrête dessus, on a une prévisualisation directe de l'effet de ce preset, hein. Donc là, c'est les favoris. Ici, on a tous les autres profils disponibles pour cette photo, selon le type de photo, le type de fichier, l'appareil, etc., etc. Alors, un point qui est très important, je pense que je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter, c'est que le profil n'est pas un réglage. Regardez là, tous les curseurs sont à 0. Si je change pour un profil, même un très différent, par exemple celui-ci qui est très différent de la photo d'origine, vous voyez, la photo d'origine elle est comme ça, je mets celui-là, voilà, je l'active, je ressors, vous voyez qu'aucun curseur n'a bougé. Si je reviens, je vais choisir un autre et un celui-là, je ressors, hop, les curseurs n'ont pas bougé. On va choisir même un qui est en noir et blanc, tiens, je prends celui-là, je ressors, les curseurs n'ont pas bougé. On est juste passé en noir et blanc, c'est tout. Mais voilà, tout ça pour bien expliquer que le profil, ce n'est pas un réglage, hein, c'est juste une recette de dématrissage, c'est-à-dire pour passer des données chiffrées qui représentent des quantités de lumière de chaque photosite du capteur, pour passer de ça à la photo, à une photo regardable, une image visible, il faut dématricer, il faut faire un travail avec toutes ces données chiffrées. Donc il y a plusieurs façons de les interpréter, plusieurs façons d'appliquer donc justement entre guillemets cette recette. Ce sont les profils, mais ce n'est pas un réglage, ça ne change absolument rien au curseur.
Donc dès le départ, il vaut mieux choisir une image. J'ai déjà dit qu'il fallait avoir, avant de commencer, il faut avoir une image, une idée de l'image terminée. Donc il vaut mieux, avant de commencer, avoir appliqué un profil qui se rapproche le plus possible de l'image qu'on veut avoir au final. Donc voilà, par exemple, là, je vais mettre celui-là pour l'exemple. Et ça, c'est important, le choix du profil, parce que ça conditionne quand même pas mal le reste du travail. À noter qu'il y a deux catégories spéciales, les caméras matching. Alors, les caméras matching, ça correspond au réglage que vous avez sur votre appareil. Vous avez des fois des réglages paysage, portrait, photo de nuit, etc. Sur votre appareil, ça concerne uniquement la sortie en JPEG. Si vous sortez votre photo directement en JPEG depuis le boîtier, vous pouvez appliquer un de ces profils-là, mais ça va être applicable que sur le JPEG. Le RAW, lui, par définition, est toujours neutre. Or, les caméras matching correspondent justement à ces réglages de JPEG, et ça va vous permettre d'appliquer à un RAW, et en gardant évidemment les capacités du RAW, d'appliquer le même réglage s'il y en a un qui vous convient. Voilà, par exemple, là, je vais prendre le Adobe Photo Paysage, éclatant dans le paysage, j'aime bien. Voilà, j'applique celui-là, qui est sympa, qui fait bien ressortir la photo, bien que l'arrière-plan de la montagne soit un petit peu verdâtre. Mais ça se traite. Et je l'ai, mais je continue, évidemment, si je ressors, regardez, je suis toujours sur un fichier RAW, je peux quand même continuer à travailler sur mon RAW. Une autre catégorie qui est un petit peu spéciale, qui est toute nouvelle dans la dernière version de Lightroom, à la date où je parle, là on est en avril 2025, ce sont les deux profils adaptatifs. Il y a adaptatif couleur et noir et blanc. Ce sont des calculs qui font appel à l'IA et qui va créer un profil spécifique et particulièrement adapté à l'image courante. Alors, actuellement, c'est un petit peu tout ou rien, c'est-à-dire que ça peut donner un très très bon résultat, notamment dans les hautes lumières, autant ça peut donner un résultat assez dégueulasse. Souvent, ça fait des zones un petit peu en aplat, voilà. Là, en l'occurrence, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal du tout. Il a même récupéré un petit peu d'informations dans le coin de ciel en haut à droite, là, qui était un peu cramé avec les autres profils. Il a atténué la luminosité que je montrais sur le chemin, sur les herbes à gauche. Voilà, moi je trouve le rendu, là, pour une fois, est pas mal. Mais des fois, ça peut donner aussi des trucs très décevants. Voilà, là, je vais l'appliquer, le profil adaptatif, et je pense que je partirai de celui-ci, pour une fois, si je devais vraiment traiter cette photo. Voilà, ça c'est un truc à savoir, les profils adaptatifs, c'est un truc qui peut être utile, qu'il faut tester, voilà, à chaque photo. Donc, on va s'intéresser donc à la luminosité, à l'exposition et à l'histogramme. L'histogramme, je l'ai dit, ça montre la densité de pixels par zone de luminosité, hein, les noirs. Vous voyez que là, quand je passe dessus, il y a des zones qui deviennent en gris. Et regardez ici, on voit aussi que les curseurs s'activent. Le titre devient blanc, et là, il y a une zone un peu grisée qui s'affiche à mesure que je me déplace sur l'histogramme. Parce qu'en fait, il y a 5 zones qui correspondent à 5 curseurs. Là, on a les noirs, les ombres, l'exposition générale, c'est-à-dire en fait les tons moyens. Là, on a les hautes lumières, et là, on a les blancs. Et donc, on peut les déplacer, qu'on déplace ici ou qu'on déplace là, sur le curseur, c'est exactement la même chose. Voilà. Chacun fait la façon qui lui convient. C'est le plus simple. Donc, on peut bouger et équilibrer l'histogramme en utilisant soit l'histogramme, soit les curseurs. Voilà. On peut regarder ici comment est l'histogramme. Il est assez réparti. Il est plus réparti que tout à l'heure avec la photo qu'on avait ici. Enfin là, non, parce que là, il y a un petit manquage, je dis ça. Mais sinon, il a une forme de ce qu'on appelle histogramme en cloche. Encore que la cloche, idéalement, elle est au milieu. Là, on a un truc qui est peut-être plus plat, mais plus réparti. Si je viens sur cette image-là, par contre, qui est à majorité sombre, on voit clairement la majorité sombre qui est ici, malgré qu'il y ait des vitraux là qui soient un peu cramés, qui correspondent à la zone à l'extrême droite ici. On voit clairement que la photo, elle est majoritairement sombre. Hein. Il y a la moitié de la photo enfin, il y a la quasi-totalité des pixels qui sont dans la moitié sombre de l'image, quoi, hein. Donc voilà, quand on veut dépasser, si je reviens par exemple sur la photo, sur cette photo-là que je veux combler le noir, on
on peut commencer par combler les noirs et les blancs, faire ce qu'on appelle le point noir et le point blanc avec le curseur ou avec l'histogramme. Alors l'astuce, c'est de presser en même temps la touche Alt et de déplacer le curseur. Là, voilà, je me déplace vers la gauche jusqu'à ce que, alors vous voyez, ça se met en mode masque. C'est-à-dire que là, je vois rien parce qu'il n'y a rien à afficher. Et quand je veux voir apparaître quelque chose, je continue à aller vers la gauche. Voilà. Là, j'ai des choses qui apparaissent. Ça veut dire que j'ai dépassé un petit peu le point noir. Je suis, entre guillemets, plus noir que noir. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, je relâche. Ça veut dire que là, mes données commencent vraiment sur le point noir. Vous voyez qu'on a gagné en densité. Regardez. Avant, après. J'ai touché que le curseur des noirs. Hein. Avant, après. On peut faire pareil avec les blancs. Tiens, cette fois, je vais le faire dans le curseur. Ici. Je maintiens toujours la touche Alt enfoncée. Je vais vers la droite. Comme ceci, et quand je vais voir quelque chose qui apparaît, voilà, ça apparaît en haut à droite, je reviens un petit peu en arrière, voilà, j'ai le point noir, le point blanc. Avant, après. C'était un petit peu terne, un petit peu ramollo, maintenant c'est un petit peu plus dense, c'est beaucoup mieux. Là, on a des indicateurs. Alors si je me mets sur cette photo, vous voyez que les indicateurs sont devenus blancs. Ils me signalent qu'il y a des données qui dépassent le noir, et là qui dépassent le blanc. Si je me mets dessus, on voit que là, dans la photo, il y a des zones bleutées qui apparaissent. Les zones bleutées signalent des zones qui sont bouchées, qui sont plus noires que noires. Et là, pareil, en rouge, les zones qui sont plus blanches que blanches. Alors, on peut cliquer dessus pour le laisser actif, et on peut donc déplacer pour déboucher le noir et pour récupérer, si possible, quelque chose dans le blanc. Mais là, ça va pas être évident parce que c'est vraiment très blanc. Donc, vous voyez, là, c'est impossible. Hein. C'est impossible. Et vous voyez, si je vais trop loin, ça devient gris. C'est normal. Hein. Une zone cramée, elle est en RGB, elle est à 255, 255, 255. Si je baisse, je vais baisser les trois paramètres, les trois canaux en même temps, je vais arriver à quelque chose comme par exemple 200, 200, 200. Et quand les trois valeurs sont identiques, c'est du gris. Et là, on le voit clairement. Hein. J'ai baissé. Alors effectivement, j'ai plus de zone cramée, mais par contre, c'est devenu gris. Grisouille. C'est dégueulasse. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. À noter les histogrammes un petit peu particuliers, comme par exemple celui-ci. Voilà. On voit nettement là le pic qui est complètement à gauche dans le noir, c'est certainement l'arrière-plan, correspond à l'arrière-plan de la photo. Celui-ci qui est dans les gris foncés, c'est certainement l'enceinte ici, les vêtements, les spectateurs au premier plan. Le pic qui est ici, c'est certainement les vêtements et la peau de la musicienne. Voilà, on voit toute l'histoire de toutes les données de la photo sont visibles à l'analyse de l'histogramme. Un histogramme peut être vers le milieu, comme ici, c'est normal, il n'y a pas de contraste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraste hein, quand il est ramené au milieu et qu'il n'y a rien sur les côtés. Mais dans le cas d'une photo de brume, c'est normal. C'est normal, c'est le charme d'une photo de brume de ne pas avoir de contraste. Si là, je faisais le point noir et le point blanc, regardez, hein, je viens tirer mes données ici. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec la touche Alt, je fais pareil pour les noirs de l'autre côté. Attention, voilà, là c'est sorti. Je relâche, vous voyez que la photo est devenue très claire. Alors j'avoue que sur celle-là, c'est pas trop mauvais, quoique le premier plan est trop présent par rapport à ce que c'était. Évidemment, là c'est un petit peu trop sombre. Disons qu'il faudrait probablement, plus probablement mettre... voilà, moi je foutrais effectivement un petit peu de blanc, un petit peu d'exposition générale, un petit peu de noir, voilà, mais pas plus. Pas plus, sinon c'est voilà, c'est tout le charme d'une photo de brume, d'avoir peu de contraste. Voilà. Mais encore une fois, toute la représentation de la photo est visible sur la photo si on sait où regarder. Donc, l'histogramme, j'ai expliqué donc qu'il était en 5 zones, réparti en 5 zones, et là vous voyez que cette photo qui est un petit peu terne, ce qu'on peut faire, alors on peut déjà la redresser un petit peu parce qu'elle penche. Hop, elle penche encore, voilà, double clic. Et là, ce que je vais faire le point blanc. Voilà, le point noir, il est déjà fait, il est peut-être même un petit peu trop loin. Voilà, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais rajouter des points dans l'exposition générale. Là, je reviens un peu en arrière pour les blancs, les hautes lumières. Voilà. Voilà, et un petit peu la température de couleur, on va en reparler tout à l'heure. Voilà. Voilà comment on passe de ça à ça en quelques clics rapides. Vous avez vu que j'ai pas fait grand chose, mais la photo qui était terne et sans grand intérêt,
est devenue une photo un petit peu plus sympa. Bon, évidemment, on est loin d'avoir fini là, hein, mais déjà, c'est un petit peu plus sympa à regarder, uniquement en s'intéressant à l'histogramme et voir ce qu'on peut faire avec l'histogramme. Voilà. Il y a des cas où on ne peut pas trop se fier à l'histogramme, c'est dans les cas de photos de studio, comme par exemple ici, parce que l'histogramme va correspondre en partie à l'arrière-plan, au fond, parce qu'en studio on a toujours un fond, et là voilà, le fond représente presque la moitié de l'image, il influe évidemment sur la forme de l'histogramme, mais je ne peux pas trop m'y fier, je ne sais pas quelle partie de l'histogramme correspond au fond, et que je peux me permettre d'ignorer, parce que le fond, je m'en fiche un peu, il est là pour mettre le sujet en valeur et dans l'inverse, quoi. Hein. Il faut faire attention à ce truc-là. Voilà à peu près ce qu'il y avait à dire sur... Ah oui, un truc aussi, c'est le contraste. Le curseur de contraste, si je reviens par exemple à la photo de la brume, le curseur de contraste, moi je m'en sers pratiquement jamais. Il a un gros défaut, c'est qu'il va augmenter le contraste dans les tons clairs et dans les tons sombres d'une façon symétrique. Vous voyez, si je monte le contraste, regardez l'histogramme, vous voyez, il s'étire des deux côtés de la même valeur. Inversement, si je baisse, il revient vers le milieu de la même quantité de chaque côté. Et ça, c'est rarement utile, on a rarement besoin de jouer autant sur les noirs que sur les blancs. C'est pour ça qu'en général, le curseur de contraste, on n'y touche pas, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va faire dans la moitié qui ne nous intéresse pas, et on fait plutôt avec les noirs et les blancs, et la limite, les ombres et les hautes lumières, hein, plutôt qu'avec ce curseur un petit peu bizarre, ce curseur un peu bizarre. Hein. Voilà. Voilà essentiellement ce qu'il y avait à dire sur l'exposition. Il manquerait à dire encore des choses sur le contraste. On va y revenir un petit peu plus tard. Là, on va parler maintenant de la balance des blancs. On va aborder la couleur. Alors, la température de couleur, qu'est-ce que c'est? Bon, sur nos curseurs de Lightroom, ce sont ici ce qu'on appelle, voilà, c'est marqué ici BB, balance des blancs, et il y a deux curseurs qui sont appelés température et nuance. C'est quoi la température de couleur? Alors, la lumière qui nous entoure, la lumière qu'elle soit naturelle ou artificielle, elle est caractérisée par deux choses. Sa puissance, qui se mesure en lumen, et sa température de couleur. La température de couleur, ça se mesure en Kelvin, on ne dit pas degré Kelvin, on dit juste Kelvin, K, et ça va sur une échelle qui va de 1000 à 12 000. Alors, plus la température est faible, plus les Kelvins sont bas, et plus la couleur, la lumière va prendre une teinte rouge-orangée. Plus les Kelvins sont hauts, plus la température est élevée, la température de couleur, et plus la lumière va prendre une teinte bleutée. Le matin ou le soir, en fin de journée, avec la lumière du soleil qui traverse toute l'atmosphère, on a une température de couleur qui baisse. Et on se retrouve avec des jolis couchers de soleil orangés comme on les connaît. En milieu de journée, elle va monter. Elle va monter en général aux alentours de 5500. La lumière du jour moyenne, par temps clair, moyennement ensoleillé, enfin normalement ensoleillé plutôt, est aux alentours de 5000, 5000, 6000 Kelvin. Par temps couvert de nuages, on va monter encore plus à 8000, 8005, des fois 9000. Voilà. Ce qui peut jouer aussi sur la température de couleur, c'est la nature de la lumière. C'est-à-dire qu'avec des éclairages artificiels, les éclairages au tungstène ont tendance, comme ici par exemple, à faire... Enfin là, c'est même pas le tungstène, là c'est uniquement la lumière des bougies, a tendance à faire monter à faire baisser la température de couleur et à donner des dominantes rouge-orangées. Les lampes au mercure tirent vers le vert ou le bleu. Les néons, ça dépend. Les néons, c'est assez compliqué parce que ils peuvent donner des dominantes un petit peu très différentes de modèles de néon à l'autre. Et même des fois, en fait, un néon, on s'en rend pas compte, mais ça clignote plusieurs dizaines de fois par seconde. Et la température de couleur peut aussi changer plusieurs dizaines de fois par seconde. Dans certains cas, ça peut être très très complexe. Voilà. Donc là, on a une température de couleur très basse, très très basse, pour avoir des tons jaunes orangés comme ça. Hein. Si on revient ici, voilà, on est par là, on doit avoir 1500 K là à peu près là, sur cette photo. Alors comment qu'on fait pour... entre parenthèses, truc à noter, c'est que ce qu'on appelle dans le langage courant des tons faux, en fait c'est des températures de couleur froides. Voilà, il y a un abus de langage ou une habitude de langage, je ne sais pas, mais voilà, ce qu'on appelle les tons froids, vous voyez que ça tire à 9000, 12000 K, et par contre ce qu'on appelle les tons chauds, ça descend fortement, c'est comme ça.
Alors comment on peut corriger? Déjà, à noter, il n'est pas forcément nécessaire de vouloir tout corriger. Sur une photo comme celle-ci, par exemple, si je baisse complètement, si j'atténue complètement la dominante, ça va pas faire très joli parce qu'on sait que les bougies, là tout le charme de la photo c'est l'éclairage avec les bougies, et donc on sait très bien que ça va donner une petite dominante un petit peu jaune chaud, ou froid en Kelvin. Donc si je l'atténue complètement, ça va pas faire très joli. La preuve, regardez, première méthode pour corriger la balance des blancs, je prends la petite pipette et je viens ici cliquer sur quelque chose qui est blanc ou qui a un gris neutre, vous voyez, avec les trois valeurs, vous voyez, en bas du rectangle là, en bas du carré, on a les trois valeurs R, V, B. J'en prends une avec les trois valeurs qui sont à peu près similaires, là c'est pas trop le cas. Pour en trouver un où il y a les trois valeurs qui soient à peu près identiques, quel que soit la couleur elle-même, ouais, j'en trouve pas trop, mais bon, voilà, là on a la nappe. Ouais, c'est pas trop le cas, mais bon, c'est pas grave, je vais cliquer là-dessus quand même. Voilà. Et là, vous voyez que c'est devenu très bleu. C'est pas du tout joli, ça fait pas du tout naturel, hein. Donc je vais annuler. Deuxième méthode, c'est avec les... Mais souvent, ça marche très bien, hein, la température de couleur avec la pipette. Dans beaucoup de cas, ça marche très très bien. Donc la deuxième méthode, c'est de faire empiriquement à l'œil. Voilà, comme ceci. Mais là, voilà, je suis trop magenta. Là, on peut galérer un bon moment. Et il y a une autre méthode, alors, qui peut paraître un petit peu aléatoire, un petit peu au pif, mais je vous assure qu'elle est très efficace. C'est on monte à fond les deux curseurs de vibrance et saturation. On va y revenir tout à l'heure, hein, sur ces deux curseurs, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour l'instant, je les mets tous les deux à fond. Et là, avec les deux curseurs, je vais commencer par le curseur de température, et je vais déplacer ces deux curseurs de façon à avoir sur mon image un maximum de couleurs différentes. Là, par exemple, je vais aller vers le bleu et je vais voir apparaître du bleu. Je vais pas trop loin, sinon je perds le orange. Voilà. Je veux garder un maximum de couleurs en même temps. Voilà, je me mets par ici. Là, c'est pareil, je vais essayer de trouver un petit peu de vert. Voilà, j'en trouve un peu sur le suite. Ok. Une fois que ça c'est fait, je reviens ici sur Vibrance et Saturation et je fais un double clic sur Vibrance, un double clic sur Saturation pour remettre à zéro. Et on voit que là, j'ai une température de couleur qui est pas mal du tout. Je peux encore un petit peu ajuster, voilà, chauffer un petit peu plus, pas trop. Et là, on a une image qui est assez sympa. Regardez, on est parti de ça pour arriver à ça. Voilà. Et ça marche très bien. À noter aussi qu'on peut utiliser un petit carré de gris neutre, une petite charte de gris, officielle ou non, hein, qui va nous permettre de faire le réglage. Alors là, cette photo, par exemple, voilà, je voulais photographier la maquette. J'étais avec une lumière artificielle qui était juste là à côté en dehors du champ, hein, une petite lampe de chevet, et ça donne cette couleur, cette dominante. Alors comme je savais que j'aurais pas des jolies couleurs, mais que je voulais avoir les vraies couleurs naturelles, j'ai doublé la photo avec la petite charte de gris. Alors si je travaille là-dessus, le problème c'est qu'évidemment on a la charte de gris. C'est pour ça que j'ai fait les deux photos. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux. Donc je clique sur celle-là, je fais CTRL-clic sur celle-ci aussi. Elles sont toutes les deux sélectionnées, mais vous voyez que celle-là, c'est la photo principale, hein, c'est celle qui est à l'écran, elle est un petit peu plus claire. Là, je coche synchro auto, et là il y a synchronisé, là il y a synchro auto. Ça veut dire que tous les réglages que je vais faire sur la photo principale vont être aussi appliqués sur toutes les autres qui sont également sélectionnées. Là il n'y en a qu'une. Voilà. Et là, je me contente simplement de prendre la pipette, de venir cliquer sur mon gris neutre. Voilà, la photo est équilibrée et vous avez vu que l'autre côté aussi. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite, et là j'ai des couleurs qui sont proches de ce qui était l'original. Voilà une façon très simple quand vous êtes dans un environnement où vous savez que vous allez devoir faire des photos et qu'il y a des éclairages un petit peu bizarres, un petit peu aléatoires, un petit peu, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Prenez une petite charte de gris ou un petit carton gris sur vous et vous faites une des photos vous photographiez évidemment de manière représentative, hein, que ça ressemble à la luminosité et à l'ambiance moyenne de la scène que vous photographiez, et vous photographiez dans votre main la charte de gris. Vous pouvez même en faire plusieurs, dans plusieurs conditions de lumière et d'éclairage différents, bien sûr. Et ça vous servira ensuite pour récupérer les vraies couleurs quand vous arriverez au stade du traitement. J'avais une autre photo à vous montrer qui était ah voilà, c'était celle-là. Vous voyez que celle-là aussi, elle est un petit peu bleutée.
Et là, ben, on va faire pareil, hein. Je vais mettre la vibrance et la saturation à fond. Et là, je vais aller chercher le max de couleurs. Vous voyez que là, je récupère les photos dans les arbres. J'essaie de garder du bleu. Ici, je vais essayer de récupérer un petit peu de vert. Voilà. Double clic pour remettre à zéro. Voilà, j'ai une photo qui est plus équilibrée. On était comme ça, on est devenu comme ça. Après, libre à vous de dire, ben, j'aimais bien que ce soit un petit peu en bleu, légèrement bleuté. Voilà, je reviens un peu en arrière et c'est bon. Un truc important à noter, c'est que la balance des blancs n'est pas un réglage. C'est-à-dire que vous pouvez chercher tant que vous voulez dans les exifs d'une photo, vous ne trouverez pas d'informations sur la balance des blancs. Parce que ce n'est pas un réglage. C'est-à-dire que la balance des blancs, que vous la régliez ici au niveau du traitement, sur un fichier RAW évidemment, hein, sur un JPEG ou autre, ça ne marche pas. Il faut absolument que ce soit sur un RAW. Que vous la régliez ici ou que vous la régliez sur votre appareil photo avant la prise de vue, ça revient strictement au même. C'est exactement la même chose, le même rendu. Il n'y a pas un des deux qui est mieux que l'autre. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien avoir une balance des blancs manuelle sur mon appareil. Parce que même si la température de couleur n'est pas bonne, j'ai fait toute une série de photos. S'il y a un décalage, ben, il est le même sur toutes les photos. Avec une balance des blancs automatique, ça peut varier d'une photo à l'autre et c'est plus chiant à équilibrer. Alors que si j'ai une balance des blancs manuelle, je sais qu'il y a le décalage, je sais qu'elle n'est pas bonne, il y a une correction à faire, mais la correction est rigoureusement la même sur toute la série. Donc je fais synchro auto comme je vous ai montré tout à l'heure, et je recopie la correction sur toute la série de photos, et je suis sûr d'avoir toute ma série de photos traitées de la même façon, et c'est très bien comme ça. Voilà. Quand vous êtes en mode lab, vous voyez que là, sur l'histogramme, regardez, quand je me promène sur la photo, vous voyez, sous l'histogramme, là, il y a 3 valeurs RVB, qui correspondent donc au rouge, vert, bleu. Mais si je vous dis, si je vous parle d'une couleur qui est, voilà, comme ici, rouge 38, vert 35, bleu 34, à part que les 3 valeurs sont très proches et que ça va ressembler à du gris, vous pourrez pas trop me dire quelle est exactement la couleur. Si je viens sur cette image-là que je me mets là, c'est pareil. Je vous dis rouge 64, vert 73, bleu 75, quelle est la couleur? À dire comme ça, c'est impossible. Il y a un autre mode de fonctionnement. Je fais un double clic sur l'histogramme, j'affiche les valeurs en mode LAB. Et là, vous voyez que maintenant, c'est plus RVB, c'est LAB. Alors, ça veut dire quoi? Le L, c'est la luminosité. C'est une donnée de 0 à 100 qui va m'indiquer la luminosité de la photo. Les deux curseurs A et B correspondent aux deux curseurs de température et de nuance. Le A, c'est nuance, et le B, c'est température. Quand c'est un négatif, c'est plutôt vers le bleu ou vers le vert. Quand le chiffre est positif, c'est vers le jaune ou l'orange. Donc ici, je vous remets au même endroit, vous voyez, on a 74, 75 même de luminosité, donc c'est une zone qui est assez claire. Et en valeur, je vois que j'ai moins 18 et moins 8. Donc moins 18, ça va être assez vert, ça va tirer sur le vert, et moins 8, ça va tirer un petit peu sur le bleu. Donc voilà, j'ai un vert bleu turquoise, effectivement, j'ai un vert bleu turquoise. Et avec un peu d'habitude, on y arrive assez rapidement, en voyant ces chiffres, à se rendre compte de quelle est la teinte, même si on ne la voit pas, rien qu'avec les chiffres. Voilà. Il y a une troisième façon de voir les couleurs. Malheureusement, Lightroom ne le connaît pas. On va devoir passer sur Photoshop pour ça. Et c'est maintenant que je vais vous reparler des curseurs vibrance et saturation. Voilà, là on est passé dans Photoshop. Pourquoi? Parce que donc je vous ai dit qu'il y avait la manière normale, la plus courante de regarder les photos RVB, qui est aussi la moins parlante. Il y a la méthode LAB et il y a une troisième façon de voir les couleurs, c'est le TSL. Et ça, le TSL, Lightroom ne peut pas nous le montrer, mais heureusement, Photoshop le peut. Regardez ici, il y a TSL, et vous voyez, quand je promène ma souris sur l'image, il y a des chiffres en face. Alors, on va regarder ici la ligne du T. Alors, ça veut dire teinte, saturation, luminosité. C'est une autre manière de définir une couleur. Voilà, regardez le T, la teinte va de 0 à 360, hein, c'est un cercle. Ça va de 0 à 360 en partant du rouge. Vous voyez que si ici je me mets sur le rouge, on a T0. Et si je tourne autour du cercle, comme ceci, vous voyez la valeur de teinte qui augmente. Voilà, arrivé de l'autre côté, par là on va être à 180, voilà. Et si je continue à tourner, on arrive à 359 et 0. On a fait tout le tour. Voilà, ça c'est la teinte. La teinte,
C'est dans le langage courant, c'est du jaune, du rouge, du vert, du bleu, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la teinte. C'est-à-dire que si je vous dis que je me suis acheté une chemise verte, vous savez comment elle est pas. Elle est pas rouge, elle est pas jaune, elle est pas bleue, elle est pas violette. Mais vous savez pas comment elle est, parce que des nuances de vert, il y en a des centaines. Et quelle nuance de vert c'est exactement? Ben, on n'en sait rien. Donc, la teinte ne suffit pas. Si je vous dis simplement c'est vert, c'est vert, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et pourtant ce sont tout un tas de nuances de vert différentes. Hein. Regardez si je me mets ici, regardez regardez là, hein, regardez tous les verts qu'il y a, et pourtant tout ça c'est du vert. Voilà. Alors il y a deux autres paramètres qui sont la saturation et la luminosité. La saturation c'est la quantité de couleur. Regardez ici, je me mets par exemple sur, on va dire, voilà, 120, je vais me caler sur le 120, voilà, teinte 120, vous voyez là, à droite, là, sur la ligne du T. Hein. Et en dessous, vous avez saturation, 98%. Si maintenant je descends, regardez, j'ai toujours 120, hein, je viens ici, j'ai toujours 120, mais en saturation, j'avais 98, maintenant j'ai 34. C'est deux verres différents. Pourtant, c'est toujours la même teinte, basiquement c'est le même vert, mais ça ne fait pas le même rendu. Alors c'est quoi la saturation? Ben, c'est la quantité de couleur. Imaginez, vous prenez un crayon de couleur, hein, un crayon 40 comme on avait à l'école. Et sur un bout de papier, vous le passez très légèrement. Sur un bout de papier blanc, à côté vous êtes fait de notre coloriage en coloriant normalement, et sur le troisième vous appuyez comme un bourrin. Ça va donner trois nuances différentes. Trois rendus différents, et pourtant ce sera le même crayon de couleur. Exactement la même teinte, la même chose. Pourtant il y aura trois rendus différents parce qu'il y aura eu plus ou moins de couleurs, de teintes. Ça c'est ce qu'on appelle la saturation. Et en photo, ce qu'on appelle couleur, c'est teinte plus saturation. C'est-à-dire il y a une teinte, par exemple, comme je vous ai montré le vert de teinte 120, et la quantité de couleur qui va de 0 à 100%. Et ça donne des nuances différentes. La saturation, la luminosité, pardon, c'est encore autre chose. Regardez sur cette image, si je me promène sur l'image qui est ici, regardez le curseur de teinte, voilà, on est à 42-43 si je me promène sur le fond. Hein. Voilà, c'est stable. Bon, après, il y a des petites différences sur le fond, mais le fond, voilà, c'est un papier qui sert à des fonds de studio, et où que j'aille sur le fond, on reste à 42-43, ça ne bouge pas. La saturation non plus, vous voyez que là, on est à 33, 28, voilà, il y a un petit peu des petites variations, c'est normal, mais la saturation est stable, il y a la même quantité de beige partout sur le fond, évidemment, c'est un papier professionnel pour les fonds. Hein. Par contre, la luminosité, là on a la lumière qui vient de la droite, regardez, là on est à 49, 50, 44, et si je me mets ici dans l'ombre du modèle, on tombe à 27, 28. Voilà. Pourquoi? Parce que là il y a moins de lumière. C'est la même teinte, c'est la même saturation. Une ombre, ce n'est pas gris. Une ombre, ça a la même couleur que le support, mais en moins lumineux. La luminosité, c'est une composante de la couleur, mais c'est surtout quelque chose qui vient de l'extérieur, ou qui ne vient pas de l'extérieur, quand il y a peu de luminosité. Et là, on le voit clairement. Hein. Vous avez exactement la même teinte et la même saturation partout sur le fond, sur le papier de fond, mais là, il y a moins de luminosité que là. Voilà. Pareil, si je viens zoomer sur le visage, là, on a 18, 20 de teinte, aussi 25, 30 de saturation, et de ce côté aussi. On a 30, 29 de teinte, 34 de saturation, mais là la luminosité est à 36, 37, là elle est à 67, 68. Voilà. Ça c'est une chose très 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 importante à comprendre, teinte, saturation, luminosité. Si vous avez compris ça et du sort du cercle chromatique, vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre et tout ce qu'il y a à savoir sur la photo. Donc là aussi on le voit particulièrement là la différence de luminosité entre cette partie et celle-là. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que la saturation et la vibrance? Ben, la saturation, maintenant on peut en parler maintenant que vous savez ce que c'est la saturation. Si je viens sur ce portrait, je vais créer un calque de saturation hein, et de vibrance qui sont exactement la même chose que sur Lightroom. Hein. Je vous les montre sur Photoshop parce que là j'y suis, c'est plus simple, mais c'est exactement la même chose sur Lightroom. Donc je vais en créer deux. Je vais créer celui-ci qu'on va appeler vibrance et je vais le dupliquer. Et celui-ci, je vais l'appeler saturation parce que là, on va jouer plus sur la saturation. Voilà. Et même là, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire à moitié. Voilà, là je vais remplir ça à moitié
de noir. Ah oui, il est masqué, d'accord, pardon. Voilà, et là, je vais faire l'inverse. Ok. Donc, ici, je vais mettre la saturation. Non, je vais commencer par la vibrance. Vous voyez que là, par rapport au... Si je mets la vibrance à fond, par rapport à la teinte naturelle de peau, c'est pas très joli, mais c'est pas trop choquant. Voilà. Par contre, si maintenant je mets la saturation à fond, regardez ce que ça fait, c'est vraiment dégueulasse. Vous voyez? Si j'annule, que je la mets partout, vous voyez ce que ça donne. La vibrance, si je mets partout de la vibrance, voilà, on voit que c'est pas naturel, mais c'est pas trop choquant. Par contre, la saturation, oui, c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Alors, quelle est la différence? C'est que la saturation, on va augmenter la saturation uniformément sur toutes les couleurs qui sont présentes sur la photo, sur la zone dans laquelle j'ai augmenté la saturation, alors que la vibrance, elle, ne va agir que sur les couleurs dont la saturation est déjà entre 25 et 75%. Celles qui sont très peu saturées, il ne va pas y toucher, et celles qui sont très saturées au-dessus de 75, il va pas y toucher non plus. Il ne va monter la saturation, et encore moins violemment que le curseur de saturation lui-même, il ne va monter la saturation que dans les couleurs qui ont une saturation moyenne. Voilà. Ça fait toute la différence, toute la nuance entre la saturation et la vibrance. C'est pour ça que le curseur de saturation, on y va en général avec parcimonie, vraiment très prudemment, parce que vous voyez ce que ça fait. Bon là évidemment, j'ai mis à 100%, c'est trop, hein, on ne met jamais un réglage à 100%, mais voilà, c'est pour vous montrer ce que ça donne. Et si on fait sur la même photo avec Lightroom, ben, vous allez voir que ça fait à peu près la même chose, hein. Je viens zoomer sur le visage. Voilà, si je mets la vibrance à fond, ça fait la même chose que tout à l'heure. Et si je mets... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, j'annule. Et si je mets la saturation à fond, ben vous voyez, ça fait... On dirait qu'elle est malade, là, pauvre. Voilà. J'annule, je remets la vibrance. Voilà. Ça agit de la même façon. Ok, je pense que c'est clair. Bien, maintenant, puisqu'on est dans cette zone-là des paramètres, dans le cadre présence, là on a vu vibrance et saturation, on va parler maintenant des trois autres curseurs qui sont texture, clarté et correction du voile. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, ces trois-là vont augmenter le contraste. Le contraste, on a un petit peu parlé ici, on a vu que ça augmentait uniformément le contraste de chaque côté. Vous voyez que là, on a un bel histogramme parfaitement en cloche, c'est-à-dire qu'il a la forme d'une cloche avec le centre au milieu. Vous voyez que si je bouge le contraste, ça va le bouger symétriquement, en plus ou en moins de chaque côté. Voilà. Un contraste, c'est quoi? Eh ben, si je zoome à fond sur l'image, hop là, où on est parti là. Voilà, je vais la mettre par exemple comme ceci. Voilà, là je zoome à fond, je suis à 1600%, c'est le maximum. Vous voyez qu'on a, ici on voit nettement les pixels, hein, les petits carrés que vous voyez, ce sont les pixels. Vous voyez que là, dans cette zone-là, par exemple, tiens, ici on le voit peut-être mieux. Voilà, ici on le voit bien. Il y a des pixels qui sont très clairs, des pixels qui sont très sombres. Le contraste, c'est quoi? Ben, basiquement, le contraste, hein, si on le dit d'une façon très globale, c'est d'assombrir un petit peu plus les pixels sombres et d'éclaircir un petit peu plus les pixels clairs. Alors évidemment, on ne va pas le faire d'une manière homogène partout sur la photo, il y a plusieurs manières de le faire, plus ou moins propres. Notamment, vous avez ce qu'on appelle des lignes de contraste, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a une ligne qui sépare des pixels très clairs et des pixels très sombres. Dans la plupart des cas, c'est pas aussi marqué que ça, hein. J'ai choisi cette photo justement parce que là, je savais qu'il y avait des contrastes très nets, hein. Si je change et que je viens sur cette photo-là, c'est pareil, là, on va trouver des contrastes assez nets, comme par exemple ici, hein, ou là. Et la différence entre ces trois curseurs, c'est qu'ils vont, alors surtout texture et clarté, pour commencer, on va parler de ces deux-là, vous allez voir qu'ils n'agissent pas de la même façon. Le curseur de texture, lui, il va donc creuser le contraste, mais il va se concentrer sur le long de la ligne de contraste. Et il ne va pas aller chercher beaucoup plus loin que là, il voit qu'il y a un contraste dans cette zone-là, entre les pixels clairs, les pixels sombres qui sont à gauche, les pixels clairs qui sont à droite. Vous voyez que si je pousse le curseur, c'est surtout dans cette zone-là que le contraste est augmenté. Alors évidemment, de proche en proche, il le fait un peu partout. Et puis surtout que là, bon, c'est une photo, je n'ai pas pris simplement un trait net, hein.
Mais vous voyez le rendu. Si je reviens sur la photo, celle-là, que j'ai fait la même chose, voilà, ça fait la même chose. Le curseur de clarté, lui, il va jouer aussi sur le contraste, mais au lieu de le faire juste sur la ligne de contraste, lui, il va aller beaucoup plus loin. Alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà, là aussi. Voilà, alors je vais revenir sur la photo de la cascade, là, ça va être plus parlant. Voilà, et si je bouge le curseur de clarté, vous voyez que là, il le fait sur une zone beaucoup plus vaste. Résultat, regardez là, on a fait ressortir une ligne un petit peu magenta, qui n'est pas très jolie. Si je reviens sur la photo de l'arbre, ça va faire pareil. Je mets la clarté à fond. Vous voyez comme ça a creusé le contraste d'une façon désagréable. Alors, sur un portrait, paradoxalement, ça fait l'inverse. C'est-à-dire que je vais mettre à 100%. Regardez, si je bouge la texture ici, ça fait ressortir tous les petits défauts de la peau, c'est assez dégueulasse. La clarté, elle, comme elle va le faire plus globalement, ça va être plus doux. Là, c'est trop parce que c'est à 100%, mais vous voyez que c'est quand même plus doux. Par contre, sur un paysage, c'est un truc qui est vraiment à bannir. Alors, je vais vous montrer particulièrement le cas sur une photo, sur cette photo-là. Alors, elle est déjà très contrastée, évidemment, hein. C'est un silhouettage, il y a des ombres chinoises, c'est particulièrement schématique, hein. Mais regardez, si je bouge le curseur de texture, évidemment, ça me fait monter la texture. Alors, évidemment, ça fait aussi monter le grain. Surtout que là, on est à combien, là? Dans les exifs, attendez, je vais revenir en mode bibliothèque. Je suis à... c'est que c'est marqué là-dedans. À 1000. Ouais, 1000 ISO. Bon, c'est pas encore trop. C'est pas encore trop pour un curseur comme celui-là. Pour un capteur comme celui-là, mais bon, il y a quand même un petit peu de grain parce que l'arrière-plan était vraiment très homogène. Voilà, et puis j'ai mis la texture à fond. Donc forcément, tous les petits contrastes, ça les fait sortir, hein. Vous voyez, si je zoome dessus, on voit évidemment le grain. Mais vous voyez que globalement, ça a fait un bon boulot. Hein, si je reviens comme c'était, là notamment les trous qu'il y a dans la rambarde du pont, ben, vous voyez que ça a fait qu'augmenter un petit peu plus le contraste et c'est pas mal. Si je fais la même chose avec le curseur de clarté, c'est la catastrophe, regardez. Là, la zone concernée, je vous ai dit, c'est pas que la ligne de contraste, ça va plus loin, et là ça va tellement plus loin que ça rejoint l'autre pilier de la rambarde, là. Résultat, à l'intérieur des trous, ben, ça fait très très clair. C'est pas du tout respecté, ça respecte pas du tout la couleur de l'arrière-plan. Regardez, là dans les trous, si je viens zoomer un peu plus, dans les trous ici, et là j'ai évidemment la même couleur, c'est le même ciel qui est derrière. Si je fais avec la texture, j'ai la même couleur toujours là et là. Par contre, avec la clarté, regardez, c'est devenu blanc, ou presque blanc. Voilà. Autre effet secondaire, regardez le halo que ça a créé le long des lignes de contraste. Des halos, des liserés, des fois ils sont... Là, il est sombre. Bizarrement, là, il y a une zone plus sombre de chaque côté du poteau. Là, c'est plus clair. Voilà. Alors, très souvent, je vois des gens qui me disent ils ont fini leur traitement et puis ils se rendent compte qu'il y a un liseré le long de la ligne d'horizon, par exemple. Et ils me disent, ben, je sais pas, j'ai un liseré, comment je peux faire pour le supprimer? C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que c'est qui a fait venir ce liseré? Il faut que je revienne en arrière dans mon traitement, à cet endroit-là, et à faire le nécessaire pour faire moins monter le contraste à cet endroit-là, et éviter que le liseré monte. Parce que si le liseré est là, après je continue mon traitement, ben, ça ne va faire qu'augmenter. Très certainement jusqu'à la fin du traitement. Et quand tout est fini, ben, je suis un peu coincé, j'ai un gros liseré. Alors oui, d'accord, il y a des astuces pour les supprimer, mais c'est long, c'est chiant, c'est pas forcément joli, très qualitatif le résultat. Alors qu'il suffit, dans 95% des cas, un liseré ou un halo, comme ça vient d'un problème de curseur de clarté, hein. Regardez, là, le long du pont, on voit qu'il y a un halo blanc. Regardez, si j'annule, vous voyez, là c'est homogène. Si je mets la texture à fond, on voit mieux, c'est plus contrasté toute la rambarde, mais il n'y a pas de halo. Si je mets la clarté à fond, regardez ce que ça fait. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc ça, il faut absolument se méfier du curseur de clarté. Il faut y aller vraiment avec parcimonie. La correction de voile a un autre effet secondaire. Il va lui aussi bouger, enfin si vous voulez, si je prends une photo comme celle-ci par exemple, voilà, là il y a un voile à cause de l'arrière-plan. Hein, le premier plan là qui est proche n'a pas trop de voile parce qu'il était assez proche de moi, mais là au fond c'est la ville de Clermont-Ferrand, hein, j'étais sur le Puy-de-Dôme.
avec les distances, la pollution, etc., on voit qu'il y a un voile. Alors, dans ce cas-là, il est pas mal puisqu'il permet de faire détacher les parapentistes sur l'arrière-plan, hein. Mais normalement, ce voile d'arrière-plan, il est un peu trop fort. Alors, comment on peut faire pour le supprimer? Vous allez me dire, on bouge le curseur de correction de voile, il est là pour ça. Oui, mais le curseur de correction du voile a un effet secondaire, c'est qu'il fait monter la saturation. Regardez, si je le pousse, regardez comment la saturation du ciel, notamment, des couleurs vives, a monté. C'est dégueulasse. Alors, oui, à chaque fois, il faudrait baisser un petit peu la saturation, mais n'empêche que le résultat n'est pas... J'ai plus le joli orange que j'avais avant, regardez. C'était comme ça, et là, je me retrouve avec un truc qui est beaucoup plus rose pâle, c'est vraiment pas beau. Voilà. Là, c'est la même chose, si je mets le curseur de correction du voile, bon, mis à part le fait que les parapentistes ne se détachent plus très bien, oui, c'est sûr, j'ai plus de voile, mais par contre, j'ai vachement saturé le toit des maisons et tout ça, c'est pas beau. Alors, comment je peux faire pour éviter ça? Ben, le curseur de correction du voile, personnellement, j'y touche très très peu à cause de cet effet secondaire. J'utilise la courbe de tonalité. La courbe de tonalité, vous voyez l'histogramme, là, il n'y a pas de noir. Et en fait, c'est dans cette zone-là que vient se loger le voile, entre le 0 et le début des données. Mais si je me contente de simplement déplacer le truc comme ça, j'assombris, parce que je perds de la luminosité. Voilà. Il faut le faire canal par canal, pour le rouge, le vert et le bleu. Voilà. Je bouge le curseur du rouge jusqu'au début des données. Je fais pareil avec le vert. Hop. Je fais pareil avec le bleu. Je vais retrouver ma couleur. Et par contre, voilà, là j'ai plus le voile, mais je n'ai pas non plus cette montée des couleurs comme on avait tout à l'heure, cette montée de la saturation. Et là, ça me permet en plus de doser, bon avec le curseur aussi, hein, ça me permet de doser, hein, comme je vous ai dit, là il ne faut pas le corriger entièrement, le voile je vais mettre à peu près en moitié, pour le bleu, pour le vert, et pour le rouge, en faisant en sorte de retrouver ma couleur naturelle, voilà. Avant, après, on a atténué le voile, et on a gradé du contraste. Voilà essentiellement ce que j'avais à vous dire pour cette fois, pour aujourd'hui. Merci, bonne journée.